Parce qu'il y a un moment où vous ouvrez, là pour l'instant, vous ouvrez en interne, c'est ça? Non, là, je suis en train d'ouvrir pour tout le monde, mais le temps que les gens D'accord, arrivent, après, on aura le temps d'un d'accord, petit peu de tester. d'accord. Alors voilà, normalement, on Ok. est en live. Bonjour Facebook, si vous arrivez. Alors, si vous venez d'arriver, on a eu un petit souci technique de connexion au live, donc on est en train de régler le problème. J'ai lancé un petit peu en avance pour que mes collègues me disent si tout fonctionne bien. Et si tout fonctionne bien, on démarre le live d'ici quelques minutes, hein. Voilà, c'est les aléas du direct, c'est des choses qui arrivent, mais on va s'en sortir. Hop, alors Frédéric, dites-nous peut-être bonjour aussi, qu'on voit si on vous entend bien sur le Oui, live. bonjour. Bonjour à tous. Parfait, on a toujours les petits aléas du direct. J'attends la réponse des collègues en bas, voir si tout fonctionne, si vous m'entendez. Si jamais vous êtes spectateur, dites-nous sur le chat. Ah, je vois Magali qui dit bonjour de mon côté, c'est bon, super. Bah, merci beaucoup Magali. A priori, tout a l'air de fonctionner. Bon, parfait, on a réussi à s'en sortir. Parfait. C'est des émotions, hein, quand on se rend compte à 5 minutes de commencer le live qu'il n'y a rien qui marche. Mais bon, on s'en sort. Eh ben, il y a des spectateurs qui commencent à arriver, donc je pense qu'on va commencer tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour sur Facebook. Bah, c'est l'équipe Fort Prof, hein, comme d'habitude. Alors, moi, je suis Jean-Paul, je suis responsable de formation donc chez Fort Prof, et je me retrouve aujourd'hui avec Frédéric, qui est professeur chez Fort Prof, professeur de français. Donc, Frédéric, je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, Frédéric Mirgalet, je suis professeur de français notionnel et leçons depuis, ça doit faire une dizaine d'années chez Fort Prof. Et je suis issue du premier degré, enseignante et conseillère pédagogique. D'accord, super, et ben merci beaucoup. Donc une grosse expérience, voilà, surtout en français. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour un sujet de français. Voilà, on s'est dit que on allait vous faire un petit live pour vous présenter un petit peu comment on travaille chez Fort Prof, notamment sur les devoirs de français, sur la culture littéraire, sur l'épreuve de français de manière générale. Et donc, on s'est dit qu'on allait vous présenter tout ça en faisant la correction d'une question de réflexion d'un sujet de français qu'on vous propose chez Fort Prof. Donc, quelques petites infos avant qu'on commence. Normalement, vous avez eu le sujet un petit peu à l'avance, puisque vous avez pu le télécharger en remplissant notre formulaire. Je vais vous copier quand même l'adresse sur le chat si jamais vous n'avez pas eu le texte. Comme ça, vous pouvez le lire un petit peu en même temps qu'on en parlera, hein. Hop, voilà, je vous copie l'adresse de téléchargement sur le chat. Donc voilà, comme ça, vous l'avez, on est bien. Ensuite, c'est des sujets, donc c'est pas un sujet d'annale de concours là qu'on va vous proposer, hein, sur lequel on va travailler, c'est des sujets qui sont inédits, qui sont conçus voilà, par les concepteurs de Fort Prof en interne. Donc c'est des sujets que vous n'allez pas trouver ailleurs, hein, c'est vraiment nos propres sujets. Donc tous les sujets sur lesquels vous allez travailler cette année ou l'année prochaine chez Fort Prof lorsque vous vous inscrirez, et ben, ça sera pareil, des sujets complètement inédits pour lesquels vous allez pouvoir travailler dessus. Vous allez pouvoir présenter ou écouter un professeur corriger selon votre formule d'inscription. Et vous allez avoir des corrections complètes, hein, sur ces sujets-là, y compris sur la question de réflexion, qui est un gros morceau, hein, parce que j'imagine que vous le savez déjà si vous vous intéressez au CRPE. La question de réflexion en français, c'est quasiment la majorité des points de l'épreuve, c'est soit sur 9 ou sur 10 en général. Donc c'est vraiment un gros morceau. Il y a une méthodologie assez particulière. Et voilà, c'est ce qu'on va voir avec Frédéric qui va nous proposer du coup sa correction de notre question de réflexion en français. Donc pour rester sur le thème de la journée, on a choisi une question de réflexion sur le thème de la romance. Et voilà, petit avertissement aussi pour tout le monde avant qu'on commence dans le vif du sujet. Retenez bien qu'il n'y a pas forcément une seule façon de faire du français, hein. Là, voilà, Frédéric va nous proposer sa version de la correction avec son expertise. Si vous demandez à un autre professeur de français, par exemple, ou si vous avez un autre professeur de français chez Prof, vous aurez peut-être une autre version de cette correction qui sera aussi tout à fait juste, hein. L'important, c'est qu'on respecte bien la méthode, que les choses soient justifiées, pertinentes, etc. Après, il peut y avoir plusieurs versions, plusieurs réponses possibles, en français, en mathématiques, en épreuve d'application, partout pour le CRPE. Voilà, je pense que Frédéric sera d'accord avec moi, hein. Voilà, super. Alors, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions sur le chat. Voilà, s'il y a des questions sur le sujet dont Frédéric est en train de parler et qui vous viennent, posez-les sur le chat et je lui poserai pour qu'elle puisse y répondre en direct. Voilà, je pense que c'est la fin de mon introduction. On aura des choses à se dire en conclusion de live sur la culture littéraire, notamment. J'ai prévu de vous montrer deux, trois petites choses. Mais je pense que je vais laisser la place peut-être à Frédéric maintenant pour la correction de la question de réflexion en français. Donc moi, je suis plutôt prof de maths, hein, donc du coup, le français, c'est pas trop mon truc. Donc Frédéric, je vous fais confiance et je vous laisse le live. On est parti. Très bien, merci.
Donc voilà, exercice un petit peu particulier hein, de faire une correction de texte de réflexion sans avoir de stagiaire avec moi, puisque normalement ces corrections sont vraiment basées énormément sur les échanges. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je procède et tout en contextualisant vraiment le type de correction au texte qui vous a été proposé aujourd'hui comme support de travail. Donc avant de rentrer vraiment dans ce texte-là, je voulais bien redire que le texte de réflexion, c'est quelque chose que l'on va travailler pendant toute l'année, à la fois sur la forme et à la fois sur le fond. C'est-à-dire que sur la forme, c'est un texte qui doit être conforme à une certaine norme. Hein, il ne s'agit pas juste de noter ses réflexions de façon désordonnée. C'est un texte qui doit être structuré, donc d'une certaine façon, qui doit être argumenté, qui doit s'appuyer sur le texte qui vous est proposé et qui doit montrer un niveau de maîtrise de la langue, hein, syntaxe, orthographe et tout, qui soit de bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment la question de la forme, et cette forme-là, on va y revenir pendant tout le long de l'année. Et puis, à chaque fois qu'il y a un texte nouveau, on va travailler sur le fond, et là, ça sera plutôt la capacité à réfléchir, donc à comprendre le sujet, à construire un plan, et à mobiliser ses connaissances culturelles, en fait, pour en tirer des références, pour argumenter. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'en termes d'objectifs, à chaque fois qu'on va travailler sur une correction de texte de réflexion, on va essayer d'intégrer des procédures de mise en forme, hein, ce qui va être transférable d'un texte à l'autre. Donc, on va s'entraîner de façon à automatiser toutes ces procédures de base, hein, qui vont faire que le jour J, vous vous retrouverez devant un texte de réflexion à mettre, à produire, vous avez déjà tous les éléments qu'il vous faut pour le construire. Et puis, on va travailler aussi à les appliquer dans des contextes différents, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura un nouveau sujet, eh bien, tous ces éléments de procédure, on va les appliquer au texte qui nous est proposé. Donc, autre question, autre support et autre référence culturelle. Hein, donc ça, c'est vraiment important d'avoir à l'idée que il faut quand même automatiser un certain nombre de choses pour le jour J être en capacité de produire correctement. Oui, tout à fait. Alors, Alors, Frédéric, je vous interromps juste une petite seconde. Effectivement, vous dites que la forme aussi, c'est super important. Nous, chez FortProf, on vous propose aussi un livret méthodologique hein, pour la question de réflexion avec justement beaucoup d'informations sur la forme. Donc, vous allez pouvoir vous y préparer en plus des contacts avec vos professeurs. voilà, parce que, donc, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Paul, parce que dans ce document méthodologique, vous avez à la fois la forme que l'on doit obtenir et aussi la façon dont on doit se mettre au travail pour atteindre cette forme-là. Donc, c'est un outil, d'ailleurs, c'est un outil auquel on se réfère tout au long de l'année parce que tant qu'on n'a pas commencé à travailler, ben, on a un peu du mal à l'appréhender et au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, on comprend mieux en fait ce que c'est que ce document Oui. méthodologique. Ouais, c'est là où ça devient un petit peu réel et on se Tout à projette bien fait. dans l'épreuve. Tout à fait, exactement. Donc, quand on se retrouve en regroupement, le sujet a donc été travaillé en amont, hein, ce que vous disiez Jean-Paul aussi. Tout le monde a eu son sujet et tout le monde est censé l'avoir rédigé. Hein. Donc, on travaille en principe en binôme. Et le jour du regroupement, il y a un binôme qui est chargé de présenter sa production. Et puis, il y a un ou deux binômes, selon les cas, qui auront envoyé leur production au professeur à l'avance de façon à ce que quand j'arrive dans le cours, je sais déjà qu'est-ce qu'il va y avoir comment va être pris le sujet, Ah, alors je crois que c'est Frédéric a facile coupé. Non, c'est bon. un sujet qui a paru plutôt facile. Donc j'ai déjà des informations sur les productions qui m'ont été envoyées. Et puis je vais découvrir avec les stagiaires le jour J, la présentation, le texte présenté par le binôme. Ah, tout à fait. Ça permet déjà d'anticiper un peu les difficultés qui sont rencontrées par les Voilà. stagiaires. Ça vous permet aussi d'adapter un peu votre préparation voilà, à ces difficultés-là. Oui, et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ça permet, et puis ça permet d'avoir de la matière aussi dans les échanges pour, quelquefois, quand les échanges sont un petit peu infructueux, pour pouvoir rebondir sur ce qu'on a reçu comme texte et pouvoir les utiliser comme illustration. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, je vais rentrer dans la façon dont je propose cette correction. Et là, je vais évidemment contextualiser avec le texte qui vous a été proposé de Madame de Staël, hein, Corinne ou l'Italie. Donc, la première chose que je demande au binôme qui a préparé sa présentation, c'est de nous lire son introduction.
Et là, je vais toujours demander aux autres d'être dans une écoute active. Alors, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas le texte sous les yeux, on est vraiment dans une écoute. Et l'avantage d'être dans une écoute, c'est que d'abord, on est obligé d'être beaucoup plus attentif. Et là, on va percevoir tout ce qui est bien structuré et on va se rendre compte que tout ce qui est mal structuré, ben, on a du mal à le comprendre. Donc, c'est un très bon indicateur de la structuration d'un texte. Donc, là, le binôme nous lit son introduction et je demande une écoute active avec recherche de la structure de l'introduction. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'une introduction? En l'occurrence, qu'on nous donne le thème, qu'on nous explique sur quel texte on travaille, que l'on nous dise quelle est la question à laquelle on doit réfléchir, ce qui est la problématique du texte, et que l'on nous dise comment on va s'y prendre pour y réfléchir, pour y répondre. Et là, c'est l'annonce du plan. Donc, ça, on est au niveau de la forme. Est-ce qu'il y a bien tous ces éléments dans l'introduction qui nous a été présentée? Et puis, ensuite, on va se poser la question du fond. Est-ce que la problématique est bien, elle correspond bien à la question du sujet? Parce que ce n'est pas si facile que ça. Et on se retrouve souvent avec des problématiques qui ne sont pas tout à fait conformes au sujet qui est proposé. Et puis, est-ce que l'annonce du plan est cohérente avec l'annonce de la problématique? Et est-ce qu'elle est conforme? C'est-à-dire, est-ce qu'on reconnaît bien que c'est une annonce de plan? Est-ce que c'est bien formulé? Et est-ce que ce plan, à notre avis, va permettre à la personne de répondre à la question du sujet? Donc, on est attentif à tout ça, et une fois que l'introduction a été lue, on va lancer les échanges entre stagiaires, avec donc une mise en commun pour émettre des critiques. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on est dans une ambiance tout à fait bienveillante. On est vraiment dans de la critique constructive. Et on se rend compte que quand on est soi-même en capacité de dire, bah là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ou là, cette introduction est trop longue, ou là, le texte n'a pas été suffisamment présenté, eh bien, c'est quelque chose qui renvoie à sa propre pratique. C'est beaucoup plus facile d'avoir un regard éclairé sur son propre travail quand on a analysé le travail de quelqu'un d'autre. Et donc, dans cette phase de mise en commun, on va mettre en commun le plan qui nous a été proposé avec d'autres types de plans. Donc là, en l'occurrence, par exemple, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a eu différentes façons de proposer des plans autour de cette question qui est s'interroger sur le sentiment d'admiration dans la relation amoureuse. Alors, par exemple, moi, de ce que j'avais noté, j'ai eu, par exemple, dans les échanges, une stagiaire qui a proposé, en première partie, la relation amoureuse peut-elle exister sans admiration? Et dans une deuxième partie, l'admiration peut compliquer la relation. Un autre candidat, un autre stagiaire qui dit moi, je vais traiter en première partie le sentiment d'admiration et en deuxième partie la complexité de ce sentiment. Et puis une autre personne qui intervient en disant moi, j'ai traité l'admiration dans le texte de référence et ensuite j'ai traité le rôle de ce sentiment et puis ensuite la complexité de ce sentiment. Et donc, on va se rendre compte là qu'il peut y avoir effectivement plusieurs façons plusieurs plans. Là, ils se ressemblent tous parce que le texte s'y prêtait quand même, mais quelquefois, il y a une variété beaucoup plus grande. Et on va pouvoir se poser la question de est-ce que tous les plans se valent finalement? Est-ce qu'ils sont tous corrects ou est-ce que le sujet induisait quand même une façon ou une autre de réagir au plan? Alors oui, parce que par exemple, j'oubliais, j'en avais une proposition de plan qui disait, alors là c'est une personne qui était vraiment partie sur la relation homme-femme qui est mise en évidence dans ce texte-là, cet homme qui est quand même un petit peu gêné d'être dans un tel sentiment d'admiration pour une femme, ce qui est un peu à contre-courant, surtout de l'époque. Et elle, sa deuxième partie, elle l'a basculé sur l'évolution finalement du rôle de la femme dans la relation amoureuse au fil des siècles. Alors là, pour le coup, on n'était plus du tout dans la question qui nous est posée. Donc il peut arriver qu'on ait des propositions de plans pour lesquelles on se rende compte que là, on est en train de sortir du sujet. Ah, tout à fait. Les premiers plans que vous nous avez proposés, j'imagine qu'ils sont un peu plus corrects, qui se rapprochent un peu plus du sujet. Tout à fait. Et donc ça va nous amener, alors on le fait de façon plus ou moins prononcée selon l'écart qu'il y a entre ce qui est proposé et ce qu'on aurait pu étudier, mais ça va nous amener à revenir sur la question du sujet. Et cette question,
parce qu'il est fondamental d'arriver à comprendre dans cette question qu'est-ce qui est de l'ordre de la question de réflexion et qu'est-ce qui est de l'ordre des stratégies à mettre en œuvre pour y répondre. Et là, typiquement, dans la question qui est à la lumière de cet extrait de Corino l'Italie et de vos réflexions personnelles, vous vous interrogerez sur le sentiment d'admiration dans la relation amoureuse. Donc, la question, c'est, il faut s'interroger sur le sentiment d'admiration dans la relation amoureuse. Donc ça, il va falloir reformuler un petit peu la question sans la dénaturer, mais ça, c'est la question qui va générer notre réflexion. Et par contre, la stratégie qu'on nous demande d'utiliser, c'est, on nous dit, à la lumière de cet extrait de Corinne ou l'Italie et de vos réflexions personnelles. Donc ça veut dire que pour répondre à cette question, je dois m'appuyer sur le texte qui a été proposé, mais je dois argumenter aussi en me servant de mes propres références, quelles qu'elles soient. Donc on reviendra à la fin sur le type de références qu'on va pouvoir utiliser. Mais là, si on reprend, je trouve que ce sujet-là, il se prête vraiment bien à ce travail-là, parce qu'on se rend compte, si on reprend le texte, on se rend compte que finalement, on a tout à fait notre plan qui va apparaître dans le texte. Parce que quand on le lit de façon bien attentive, et d'ailleurs je conseille toujours moi de lire d'abord le sujet avant de lire le texte, parce qu'on a du coup une lecture du texte dans laquelle on va déjà chercher des éléments de réponse au sujet. Donc, je sais que je dois réfléchir sur la relation d'admiration dans la relation amoureuse, et je vois tout de suite des éléments comme mélange d'inquiétude et de plaisir. Il en jouissait par avance, mais par avance il était jaloux. L'admiration qu'elle lui inspirait augmentait son amour sans donner à ses projets plus de stabilité, trop de talent, trop remarquable. Donc on se rend compte que là, il y a quelque chose qui est ambivalent. Et on se rend compte très vite en lisant ce texte qu'il y a deux éléments du plan qui vont nous sauter aux yeux. Le premier, c'est un auteur. L'admiration est un moteur de la relation amoureuse. Et le deuxième plan qui est, mais l'admiration peut finalement nuire à la relation amoureuse. Et là, on s'en rend bien compte. Et, donc, on peut partir sur ces deux axes-là dans un plan, mais on va apprendre aussi que quelquefois, il est nécessaire, avant de développer le côté moteur de la relation d'admiration et le côté plutôt nuisible, peut-être qu'il serait bon de définir finalement ce que c'est, de quoi on parle quand on parle d'admiration. Donc en fait, de quelle sorte d'admiration on parle. Et là, ça nous permet, juste en ayant lu le texte soigneusement, en ayant la question en tête, de se dire, eh bien moi, je partirai bien sur une première partie sur quels sont les éléments du sentiment d'admiration, de quoi il peut être fait, sur quoi il peut reposer. Ensuite, une deuxième partie sur le sentiment d'admiration comme moteur de la relation amoureuse, et une troisième partie sur le côté plutôt nuisible finalement. C'est pas toujours, ça n'est pas toujours l'idéal. Ouais, Voilà. et là, on retombe sur le plan classique en 3 parties, du coup. Voilà, et on retombe sur le plan classique en 3 parties. Alors, c'est pas obligatoire de faire 3 parties, mais finalement, quand on a bien réfléchi et qu'on retombe sur le sujet, on se rend compte que très souvent, c'est intéressant de définir dans une première partie de quoi on parle. Voilà. Donc, pour vous dire qu'on va faire sans arrêt un va-et-vient entre finalement le texte, la bonne compréhension du texte, et puis la question de la correction. Et j'insiste vraiment sur le fait de dire que si on n'a pas travaillé le texte en amont, eh bien, je pense qu'on en tire beaucoup, beaucoup moins d'éléments le jour du regroupement parce que on ne s'est pas posé toutes ces questions-là. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais c'est vrai que chez FortProf, on travaille en pédagogie inversée et on vous demande vraiment à nos stagiaires de travailler en amont parce que c'est en se mettant dans le texte, même si vous ne réussissez pas à faire tout le plan ou toute la rédaction, vous êtes bien mis dans le texte et ça vous permet de comprendre beaucoup mieux la correction, les retours du professeur, etc. Donc c'est vraiment une façon de bien préparer aussi, d'être efficace pendant le cours. Mais j'ajouterais qu'on est à une époque où on n'écrit plus. Et on a besoin de s'entraîner à écrire. C'est vrai. S'entraîner à écrire manuellement, déjà, de façon manuscrite, ne serait-ce que pour l'orthographe, parce qu'on se rend compte que quand on n'a pas de correcteur intégré au stylo, c'est moins facile. Et c'est un exercice qui peut être crispant d'un point de vue moteur. Et puis, on se rend compte que la phase de rédaction du plan est vraiment importante, mais la phase de rédaction
elle-même, elle est fondamentale. Parce qu'on ne peut pas s'amener le jour du concours en s'étant jamais intéressé et jamais exercé. Et je reviens sur l'idée de l'introduction. Par exemple, comment on annonce un plan? Eh bien, on se rend compte qu'il y a plein de façons d'annoncer un plan, hein. Il y en a qui sont plus maladroites, il y en a qui sont plus lourdes, il y en a qui sont plus conformes, d'autres moins conformes. Et moi, ce que je dis toujours, c'est qu'une fois que vous avez trouvé une bonne façon d'annoncer un plan, mais gardez-la. Moi, ça m'est égal, vous prenez toujours la même à chaque fois, ce qui fait que le jour du concours, il n'y a pas besoin de réfléchir à comment je vais formuler mon annonce de plan. J'ai mon annonce, elle est toute prête, juste ben, je vais utiliser évidemment des mots différents, parce que le texte ne sera pas le même, le plan ne sera pas le même, mais je sais d'un point de vue syntaxique comment je vais l'organiser. Ouais, tout à Voilà. fait. J'anticipe un peu sur une question qui sera peut-être posée et qui nous est souvent posée aussi, nous, de notre côté. Pour annoncer un plan, alors est-ce que je, est-ce que nous, est-ce que vous avez des conseils sur ce qu'on Alors, utilise? en principe, on ne dit pas je, jamais. Hein, ça, on ne dit pas je. L'idéal, c'est d'avoir une phrase impersonnelle. Hein. Dans une première partie seront traités, sera traité le sentiment d'admiration, par exemple. Hein, voilà. C'est pas toujours facile à faire, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. C'est pas toujours facile à faire, c'est pas toujours évident non plus. Donc dans ces cas-là, on peut utiliser le nous. Hein. Et je pense que ça n'est pas quelque chose qui va faire qu'on va sanctionner une copie plus qu'une autre. Par contre, le jeu, il sera sanctionné, oui. Hein. Ok. Donc, dans le doute, on essaie de ne pas utiliser de pronom, mais le nous, ça passe. Voilà, le mieux, mais c'est un exercice de style qui n'est pas facile à faire Et et ouais. qui nécessite justement de s'être entraîné pour avoir une bonne formulation de départ. Ça peut être valorisé aussi, j'imagine, si le correcteur voit une belle phrase comme ça d'annonce du plan bien tournée, Alors, ça met le correcteur de bonne humeur pour le reste de la copie, j'imagine. ce que je vais dire, c'est que l'introduction elle-même, moi, les gens ont toujours l'impression que l'introduction, ben, ma foi, c'est un morceau du devoir, mais non, hein, l'introduction, elle est fondamentale parce elle va donner plein d'indications au correcteur. Alors, des indications orthographiques, hein, quand il y a une faute d'orthographe sur la première phrase, c'est catastrophique. Elle va donner des indications en termes de syntaxe. Est-ce que la personne maîtrise bien ou pas la langue? Elle va donner des indications en termes de connaissance de la forme de ce que c'est que ce texte de réflexion. Et elle va donner des indications en termes de structuration. Si tout est bien organisé, tout est bien structuré, qu'il y a bien toutes les parties et qu'elles sont bien rédigées, votre correcteur démarre la lecture avec plein d'atouts. Oui, tout à fait. Il y a Magali sur le chat qui nous demande si l'utilisation du conditionnel peut être possible aussi pour ce qui est annonce du plan, introduction, etc. Alors, moi, je pense que tout est possible à partir du moment où c'est cohérent. Hein. Tout est possible à partir du moment, mais je pense qu'il faut, c'est un, c'est vraiment un travail de recherche. On ne fait pas son annonce de plan ou son introduction correcte et conforme dès la première fois. Oui, Mais c'est par de la contre, pratique. voilà, et c'est de la pratique et c'est aussi, et ça je le dis toujours, c'est aussi de la lecture des corrigés. Parce que dans les corrigés, on trouve, alors les corrigés sont plutôt de haut niveau, et quelquefois on a dans une même phrase à la fois la question et à la fois l'annonce de plan, donc quelquefois c'est un niveau un petit peu trop haut par rapport à ce qu'on a, mais ça nous montre bien vers où on peut aller. Donc ensuite, moi ce que je dis toujours, c'est que chacun va travailler à son propre niveau, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui il vaudra mieux qu'ils aient la question, qu'ils reprennent textuellement la question du plan, du sujet, et qu'ils fassent une annonce de plan qui soit même un peu lourde. Hein. Dans un premier temps, nous étudierons, puis etc. Mais que ce soit bien structuré. Et si on se sent capable, si on s'est bien entraîné, on se sent capable d'arriver jusqu'à quelque chose de très élaboré, eh bien, on peut. Ok. Voilà. Et là, mais J'imagine il que c'est faut j'imagine que c'est aussi un outil de gestion du temps. Si on met une demi-heure sur l'épreuve de 3 heures à trouver sa phrase exactement, d'introduction, ça devient un peu compliqué. Ouais. exactement. Exactement. Il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu basique et très structuré et très cohérent que quelque chose d'un peu alambiqué. De toute façon, les phrases longues et complexes, c'est pas très facile à lire. Donc, il vaut mieux assurer ses arrières, en fait. Ok. Donc voilà, ça c'est pour l'introduction. Ça me prend, et on le fait à chaque fois, hein. À chaque fois, et à chaque fois, on a à dire sur l'introduction. Et ensuite, on passe à la lecture de la première partie. Donc là, quel que soit le plan qui nous a été proposé par le binôme qui lit, hein, on va se raccorder à son plan. Hein. Et là, ce qui va nous intéresser, même si son plan est un peu hors sujet, c'est plus ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est comment sont rédigées les parties. Alors, de la même façon,
On relit d'abord l'annonce de plan pour bien se remettre en tête ce qu'on va attendre, nous, de la première partie. Et on va demander au binôme qui devait présenter de nous lire sa première partie. Encore une fois, on est en lecture active, mais là, ce qu'on va essayer de comprendre et de repérer quand on est auditeur, c'est d'abord, est-ce que cette partie permet bien correspond bien à l'annonce du plan? Est-ce qu'on traite bien de ce qu'on nous a annoncé qu'on allait traiter? Est-ce que c'est bien en réponse à la question qui est posée? Ensuite, on va chercher à voir si cette partie est structurée, puisqu'on va attendre que chaque partie, une partie va traiter d'un grand, par exemple, on a vu la première partie qui va traiter des sources de l'admiration, mais cette grande partie, on va la rediviser en plusieurs sous-parties, 2 voire 3 sous-parties, et chacune doit correspondre à un axe en fait de réflexion par rapport à ce que c'est que ce sentiment d'admiration. Et, euh, et donc on va voir si on repère, nous, en écoutant, si on repère les sous-parties. Et on va aussi s'intéresser aux références qui sont utilisées. Est-ce qu'il y a des références? Lesquelles? Et comment est-ce qu'elles sont utilisées? Et donc, on écoute le binôme qui nous lit sa première partie, et ensuite on en discute. Donc là, il y a des échanges par rapport à tout ce qu'on a relevé, donc des échanges sur le fond. Quelles sont les idées qui ont été développées? Est-ce qu'on a bien repéré les sous-parties ou pas? Est-ce que c'était un peu confus? Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on écoute, en fait, c'est évident qu'un texte qui n'est pas structuré, on a du mal à le comprendre. Alors qu'un texte bien structuré, on arrive bien à le suivre. Et, on va voir quelles sont les références qui sont utilisées. Et donc, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, c'est de savoir si le binôme nous a utilisé des références issues du texte qui était proposé et ou d'autres références. Et puis, on va aussi, dans les échanges, être sur la forme, c'est-à-dire, est-ce qu'on a bien donc repéré les sous-parties, oui ou non? Mais si oui, comment? Qu'est-ce qui a fait qu'on a bien repéré les sous-parties? Et là, tout cet échange-là autour de ce qui nous aura été présenté va nous permettre finalement de mettre en œuvre des conseils méthodologiques. Hein. Par exemple, sur le fait, et là on va revenir sur le plan, pour que la partie soit structurée, ça veut dire qu'il faut que le plan lui-même ait été structuré. Donc, en l'occurrence, quand on revient sur notre sentiment sur les sources de l'admiration, notre première partie, qu'est-ce qu'on pouvait avoir à développer comme source de l'admiration? Et par exemple, on peut avoir la beauté, la jeunesse, etc. On peut avoir une deuxième partie qui va être plutôt sur les qualités intellectuelles ou morales. Et puis on peut avoir une troisième partie qui va être peut-être plutôt sur le rang social, ou l'aisance en société, mais plutôt sur le rang social. Et ces 3 idées vont correspondre à mes 3 sous-parties. Et là, ça veut dire que comment est-ce que je montre que je vais développer une nouvelle idée, donc ouvrir une nouvelle sous-partie? Eh bien, en fait, je vais avoir une présence de mots-clés. Ça veut dire que la première phrase de la première sous-partie utilisera le mot beauté physique, jeunesse. La première phrase de ma deuxième sous-partie utilisera intelligence et qualité morale. Il va falloir vraiment ponctuer le texte à l'oral, c'est important. À l'écrit, on a en plus des retours à la ligne, etc. Mais à l'oral, on ne les a pas. Et troisième partie, il faudra que dans la première phrase, on parle de rang social, etc. Et, du coup, Frédéric, oui. je me permets la question aussi. Ça veut dire qu'à l'écrit du CRPE, quand on est dans son épreuve, les sous-parties, on n'est pas forcément obligé de mettre un petit A, petit B, petit C si les mots-clés sont bien Surtout identifiés dans pas. le texte. Surtout pas. D'accord. Alors là, je réponds aux matheux. Surtout pas. On ne fait pas du tout un texte, c'est pas un documentaire, c'est pas un article de journal, on n'a pas des grands 1, grand 2, grand 3, c'est un texte fluide. En fait, c'est un texte de réflexion et on doit pouvoir, alors c'est un texte qui est structuré parce on traite de grandes idées qu'on va décliner en idées, enfin en axes, mais tout ça est articulé et il n'y a jamais de petit a, de petit b, de petit c. Par contre, ce qu'on va avoir à l'écrit, c'est un saut de ligne entre l'introduction et la première grande partie. On va avoir un retour à la ligne quand on a des sous-parties. Donc, on va matérialiser des paragraphes, mais uniquement
uniquement en sautant des lignes ou en allant à la ligne. Donc jamais. Ça par exemple, ça fait partie de la forme. Là, je pense que ça serait sanctionné de D'accord, voilà. présenter un texte de réflexion. C'est bon à savoir pour nos spectateurs qui se préparent sûrement pour Voilà. 2025, donc on a un peu le temps, mais c'est déjà quelque chose qu'il faut bien se rentrer dans la tête. Et c'est pour ça que c'est tellement important, parce que quand on disait c'est un texte formel, de la même façon que quand on va écrire une lettre ou écrire un texte documentaire, ben on ne se met pas du tout dans la même disposition, on sait qu'on n'a pas la même mise en page, on sait qu'on n'utilise pas le même vocabulaire, etc. Eh bien, quand on rentre dans un texte de réflexion, c'est pareil. Sauf que c'est un exercice que les stagiaires découvrent quand ils arrivent chez Fort-Prof, parce que bah, c'est pas quelque chose qu'on pratique, Et oui. c'est quelque chose qu'on pratique jamais en fait, hein, à part pour le concours. Voilà, donc on va vraiment insister sur ce travail-là, et donc vous voyez bien qu'on est toujours à la fois sur la forme, hein, l'usage des mots-clés, voilà, ça, quel que soit le texte de réflexion, ben, c'est l'usage des mots-clés, et à la fois sur le fond, parce qu'on va revenir à chaque fois sur ce qui a été développé comme idée et les références qui ont été utilisées. Et il y a aussi une chose qui est importante hein, dans l'idée des références, c'est que il y a un écueil hein, dans lequel il ne faut surtout pas tomber, c'est qu'on nous demande de nous appuyer sur le texte qui nous est proposé, mais pas du tout d'en faire un commentaire de texte. Et ça aussi, c'est un écueil. Hein. Au départ, il y a beaucoup de stagiaires qui tombent là-dedans dans le commentaire de texte. Et en fait, moi, ce que je leur dis toujours, c'est que vous avez une réflexion à mener. Cette réflexion, elle est introduite par ce texte-là. Mais en fait, vous allez réfléchir et au fur et à mesure de votre réflexion qui sera structurée, vous allez alimenter votre réflexion et l'argumenter avec des exemples pris dans le texte de référence et pris dans vos propres références culturelles ou autres. Ouais, c'est tentant de rester dans le texte quand on ne sait pas trop où on va au début, mais il faut vraiment faire l'effort d'en sortir. Exactement. Et en fait, ça n'est pas le texte qui va guider la réflexion, c'est la réflexion et le plan qu'on a choisi, mais vous avez vu, on s'est quand même bien appuyé sur le texte pour le choisir, mais c'est notre réflexion à partir du plan qu'on a choisi, c'est la réflexion qui va guider le texte. Et par contre, elle va s'appuyer sur le texte qui est proposé. Parce que par exemple, typiquement, le texte qui nous est proposé, il va vraiment rentrer dans les trois parties. Puisque dans la première partie, dans les sources de l'admiration, on va voir que évidemment j'ai oublié son nom, c'est pas grave, le personnage, l'homme, va être vraiment charmé par l'intelligence et les qualités morales de Corinne. C'est vraiment ça qui va être le moteur de son admiration. Et ensuite, dans la relation amoureuse, il y a vraiment quelque chose de complexe entre le fait qu'il l'admire et elles disent que c'est l'admiration qui lui porte qui va la porter elle-même à exceller dans son art. Hein, donc on voit bien qu'on peut illustrer aussi cette deuxième partie avec le texte qui nous est proposé. Et puis dans la troisième partie, l'admiration qui va nuire à la relation amoureuse, on va se rendre compte que, eh bien, en fait, il y a un sentiment d'infériorité qui va apparaître hein, pour lui, parce que finalement, il ne se sent pas à la hauteur. Hein, il ne sait pas si finalement, elle n'a pas trop de talent, c'est trop remarquable, tout est trop pour lui. Il y a cette histoire de rapport homme-femme, hein, si on remet le texte dans son contexte, c'est quand même pas bien normal que ce soit l'homme qui soit éperdu d'admiration pour les qualités intellectuelles de sa femme. Alors qu'on est plutôt à une époque où ça devrait être l'inverse. Hein, ça devrait être elle qui devrait être en admiration complète pour son homme. Et puis on va avoir le sentiment de la jalousie, hein, qui peut être aussi un autre axe de réflexion et qu'on va trouver aussi dans ce texte hein, sur le fait qu'il voudrait avoir l'exclusivité de l'avoir, de pouvoir assister à ces représentations, voilà, ce sentiment de jalousie. Et donc on voit bien que tous ces éléments que l'on va avoir dans chacune de nos grandes parties vont pouvoir même générer des sous-parties et on va pouvoir s'appuyer sur notre texte à peu près partout. Voilà. Donc, pour ce qui est de la façon de travailler sur le texte, voilà comment on fait. Parce qu'ensuite, on continue avec la deuxième partie, hein, on va faire pareil. Hein, et on passe à chaque fois à la moulinette. Et quelquefois, on a besoin de faire des réflexions sur des phrases qui ne fonctionnent pas, par exemple, hein, juste de pointer, ou sur des histoires d'articulation de texte aussi. Hein,
puis aussi, on va être interpellé quelquefois par des erreurs sur la forme, quand, de façon tout à fait inattendue, même à cette période, un candidat va nous lire un texte et en disant, maintenant que nous avons abordé cette partie, nous allons passer à la partie suivante, etc. Et ça, non. Non, non. Dans un texte de réflexion, on n'a pas ça. C'est un texte fluide. C'est un texte un petit peu littéraire qui est fluide et dans lequel on ne s'adresse pas à son lecteur. Voilà. Ok, oui, Donc, c'est important donc aussi. Ça revient dans le truc de ne pas mettre les grands 1, grands 2, etc. voilà. Ouais, Et tout à fait. c'est intéressant parce que tant qu'on ne s'est pas confronté à ça, eh ben, on ne se rend pas compte qu'il y a des candidats qui vont faire. Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de solliciter des stagiaires pour qu'ils nous lisent leur texte et aussi d'avoir reçu des copies et de les avoir bien lues et bien analysées parce que du coup, on va voir des erreurs qui sont commises auxquelles quelquefois on ne s'attendrait pas. Moi, là, franchement, la dernière fois que c'est arrivé, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça puisse être rédigé comme ça. Oui, tout à fait. Et pour être très très pragmatique pour le concours, j'imagine que même si le fond est pas forcément de la plus haute qualité possible, si la forme est bien respectée, on va quand même réussir à récupérer quelques points. Alors, en fait, je pense que ce qu'il faut que les stagiaires comprennent bien, nos futurs candidats, c'est qu'on est sur un concours. Donc, un concours, ça veut dire qu'on n'a pas du tout ça comme un examen. Hein. Donc, il y a des copies qu'on va valoriser et il y a des copies, au contraire, qu'on va dévaloriser. Hein. Et entre deux copies à peu près équivalentes, il va toujours falloir qu'on en valorise une par rapport à l'autre. Hein, parce que l'idée, quand on corrige un concours, c'est sur un stock de, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais sur 15 copies, qu'on n'ait pas deux fois la même note. Et que si possible, on arrive à écarter les notes. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'un texte, il faut qu'il soit structuré. Structuré et avec une écriture lisible. C'est-à-dire qu'il faut que la lecture du correcteur soit facilitée. Hein. Quand on n'arrive pas à lire, quand on n'arrive pas à déchiffrer, c'est comme si on faisait du décodage. Donc on est mobilisé sur le décodage, on ne comprend rien de ce qu'on lit, et là c'est vraiment pas bon. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à écrire. Oui, tout à fait. Mais quand on a un texte bien structuré, c'est un bon point. Par contre, il faut que ce texte soit quand même un peu dense. C'est-à-dire que s'il est très bien structuré et qu'il est complètement creux, ça ne va pas aller, quoi. Ouais, effectivement. Mais si on a deux textes dans lesquels on se rend compte que c'est une personne qui a bien compris, qui est cultivée, qui écrit bien, etc., ben, je pense et je suis même sûre que le bonus ira à la personne qui a structuré correctement son texte. Ouais, donc la forme, c'est vraiment très très important. En fait, tout doit être discriminant. Oui. Donc on va aussi voir si la personne qui candidate, elle est capable de rentrer dans une forme qu'on lui demande. Ok. Vous savez qu'il faut que les candidats n'oublient pas que c'est un concours de recrutement. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Et un concours de recrutement, ça veut dire la personne qui n'en fait qu'à sa tête, alors qu'il y avait quand même des contraintes d'écriture, celle-là, on ne la veut pas. Hein. Alors, Parce qu'il y a des contraintes dans un travail de fonctionnaire et que, et oui, bien sûr. voilà. Ouais. En parlant de structure, on a une question sur le chat aussi. Est-ce qu'il faut respecter une certaine longueur de texte? Est-ce qu'il y a un Ah oui, minimum, oui, un oui. maximum? Oui, oui, bien sûr. Alors, de fait, parce que vous n'avez pas le temps de faire un texte très long. Hein. Donc, en principe, maximum une copie double. Maximum. Et ça donne une bonne indication, parce que ça permet quand même d'aller à l'essentiel et de ne pas être bavard. Parce qu'en fait, il ne faut pas être bavard. Il faut vraiment aller à l'essentiel et développer ce qu'il faut. Donc une copie double maximum. De toute façon, vous n'avez pas le temps le jour du concours de faire autre chose ou de faire plus. Et Hein. j'imagine que si on veut trop en mettre, on risque le hors-sujet aussi. On risque le hors-sujet, on risque plus de fautes d'orthographe, on Eh oui. risque tout plus, en fait. Mais c'est surtout qu'on risque d'être bavard. Et en fait, bavard, ça veut dire qu'on va se redire, ça veut dire que on va trop développer certaines choses au détriment d'autres. En fait, le texte, il doit être à la fois d'une certaine longueur et à la fois bien équilibré. Et ça D'accord. aussi, c'est un bon critère quand on élabore un plan. Si quand on élabore le plan et qu'on commence à le construire de façon un peu plus précise, on se rend compte que dans une partie, on n'a rien à mettre, ça veut dire que le plan, on n'est pas bien, on n'a pas bien démarré. Un Ouais, plan doit pouvoir ça peut être être l'occasion de équilibré. revenir sur son plan et de reprendre 10 Tout à minutes fait. pour retravailler. Tout à fait. Mm. Hein, c'est pour ça que la phase 1, c'est je cherche mes grandes parties, et la phase 2, je vais déterminer mes sous-parties. Donc là, en l'occurrence, le texte m'aide énormément, mais dans ces sous-parties, est-ce que j'ai de quoi dire? Et si j'ai rien à dire, ni en m'appuyant sur le texte, ni en m'appuyant sur d'autres références,
c'est peut-être que mon plan n'est pas très très bien, n'est pas très judicieux. Ouais, tout à fait. Et on J'en ne demande profite. pas une originalité, hein, là. On ne Ouais, demande pas d'originalité dans le plan, hein. Il faut un exercice bien. Et vraiment, là, on va tester énormément la culture personnelle du candidat, sa capacité à écrire, hein. Donc, je dis à structurer, à argumenter, à faire un texte fluide, bien écrit, facile à lire et bien articulé. d'accord, ok. J'en profite pour juste une petite question qui nous est posée par Emmanuel sur le chat aussi sur la forme. Donc, quand vous nous dites faire des références au texte, appuyer sur le texte, est-ce que ça voudrait dire citer la phrase carrément du texte dans notre rédaction? Ou est-ce qu'on peut juste dire à telle ligne, telle phrase, etc. Alors, en principe, on ne dit même pas à telle ligne, Ok, hein. Alors, quelquefois, c'est intéressant de citer, parce qu'il y a quelque chose de très particulier ou qu'il y a un terme qui est utilisé d'une façon très particulière. Mais la plupart du temps, ce n'est pas la peine de citer. Et de toute façon, il ne faut pas que l'exercice se transforme en un exercice de citation, hein. oui, bien sûr. Une citation n'est que marginale, hein. D'accord. Et c'est surtout quand il y a une façon de dire qu'on va relever et qui fait partie de l'argument que l'on va développer. Ok. Mais par contre, non, on ne dit pas telle ligne, ça c'est pas la peine, hein. Il faut bien qu'on montre comment le texte a été compris. Voilà, donc ensuite on s'attache un petit peu à la conclusion, mais alors vraiment pas en début d'année, hein. La conclusion, on en parle vraiment en fin d'année plutôt, parce qu'on a eu d'autres choses à gérer qui étaient plus notables. Et parce qu'en fait, la conclusion, c'est un petit exercice de style qui répond à un certain nombre pareil de normes, et là qui ne pose pas réellement problème, hein. Donc là, moi, je ne veux pas rester avec vous sur la conclusion. Je pense que c'est annexe. J'aurais bien aimé voir avec vous, par contre, la question des références Ouais, culturelles. tout à fait. Je pense que c'est la question qui revient le plus souvent de toute façon. Les références culturelles, comment on fait si on n'a pas une grosse culture littéraire, comment est-ce qu'on cite tout ça, etc. Voilà. Alors, déjà, il faut se dire que ça n'est pas vrai qu'on n'a pas de références quand on arrive au niveau d'études et à l'âge de nos candidats, hein. Ils ont forcément des références. Ce qui est difficile, c'est de les mobiliser. Ce qui est difficile, c'est de penser à quelles références on va pouvoir utiliser. Et donc, c'est vraiment mobiliser les connaissances que l'on a au service du texte sur lequel on travaille. Alors déjà, il faut savoir qu'on a des références qui peuvent être de tout ordre. Sauf si c'est explicitement dit que vous ne devez prendre des références que en littérature, normalement, les références, elles sont des références culturelles. Ce qui veut dire que ça peut être de la littérature, classique ou contemporaine, hein. Alors, c'est sûr que les références vont jouer aussi un rôle dans l'appréhension qu'on aura de la culture générale de la personne, hein. Ça, c'est sûr. Mais il y a quand même des références de base euh, que l'on peut réactiver pendant l'année de formation. Donc ça peut être littérature, ça peut être les philosophes, hein. On a quelquefois dans nos groupes de candidats, de stagiaires, des gens qui sont assez bons en philosophie ou qui ont une formation en philosophie et qui ont des références chez les philosophes. C'est aussi l'occasion, là je fais une parenthèse, à chaque sujet que vous travaillez, d'aller chercher quelques références types que vous pourrez garder, hein. Vous faire un stock, vous le construire au fur et à mesure. Peut-être qu'elles ne vous serviront à rien le jour du concours, mais peut-être que d'une façon ou d'une autre, vous pourrez les utiliser. Ouais, ça, je vais en parler un peu à la fin aussi, parce qu'on va vous aider à faire ce petit stock de références. Mais j'en parlerai après l'intervention de Eh ben, Frédéric. c'est parfait. Après, il y a tout ce qui est cinéma, théâtre, peinture, hein. Là, il y a énormément de choses, hein. Il y a tout ce qui est, on peut avoir des références d'architectes, d'urbanistes, de sociologues, hein, d'études sociologiques. Je pense à un sujet récent qu'on a eu sur la ville, la campagne, hein, la fracture sociale, et dans laquelle on pouvait très bien parler, par exemple, de Le Corbusier, architecte urbaniste, avec ces immeubles qu'il avait construits pour recréer des villages à la ville. Je veux dire, on peut avoir des références de ce type-là, hein. Donc là, on est vraiment dans la culture personnelle. Et puis, on peut avoir aussi des références qui sont euh, autres. Alors, par exemple, on a eu, toujours sur ce même sujet de la ville, la campagne, la fracture territoriale, beaucoup de stagiaires dans leurs devoirs ont parlé de l'époque Covid, suivi de l'arrivée du télétravail et suivi de gens qui sont retournés, qui ont quitté la ville pour la campagne. Donc ça, c'est des références aussi, mais qui sont prises dans l'actualité. Donc là, on n'a pas Ouais. besoin de citer, hein, on est dans l'actualité. Et puis, on a d'autres types de références qui sont
les artistes, les auteurs, et de ce qu'on connaît de leur vie. Et donc, moi, j'aurais très rapidement, si je peux encore, Jean-Paul, Bien sûr, bien sûr. voilà, très rapidement, j'aurais bien rebalayé le sujet en vous donnant des exemples de, de, de références. Oui, ça, je pense que ça va être Donc, très intéressant pour tout le monde, effectivement. voilà. Alors, par exemple, donc on est dans les sources de l'admiration. On est sur trois grandes parties, hein, je me répète, mais il y avait la première partie qui était plutôt autour de la jeunesse, de la beauté. Ben là, Molière, par exemple, c'est un auteur dans lequel les trois quarts de ses pièces, il y a un espèce de vieux grigou qui est amoureux d'une belle et jeune fille et qui trouve que normalement, enfin tout ce qu'il y a de plus normal serait qu'elle soit amoureuse de lui aussi. Ça, c'est vraiment Molière, c'est vraiment un des éléments de base. Donc, se réactiver pendant l'année de préparation quelques pièces de Molière pour pouvoir l'utiliser comme référence, c'est pas très compliqué. Ensuite, sur la partie intelligence, qualité morale, etc., ben là, on a le texte de référence, hein. Là, on peut très bien s'appuyer sur le texte de référence, et puis il faut, hein, puisque c'est bien pour ses qualités morales et intellectuelles que Nelville est amoureux de Corinne. Et puis, il y a aussi le rang social. Donc, on admire quelqu'un qui est d'un rang social élevé et en fait, on aimerait bien se hisser à ce rang social-là en même temps, hein, c'est une bonne affaire. Là, par exemple, dans les grands classiques, on a Jane Austen avec Orgueil et Préjugés. Et là aussi, c'est bon, tout le monde l'a plus ou moins soit lu, soit vu à la télévision ou quoi. Il n'y a pas besoin de connaître toute l'intrigue, y compris de se rappeler du prénom et du nom des héros, hein, des personnages principaux, à partir du moment où on peut utiliser pour illustrer, hein, quelle est la problématique dans ce roman-là. Ensuite, quand on passe, et vous voyez, une référence par sous-partie, là, pour l'instant, moi, ça suffit, hein. Ensuite, quand on va être dans l'admiration comme moteur de la relation, eh bien, par exemple, on peut être dans une première partie où l'être aimé va être transcendé par cet amour, hein. Donc, par exemple, Martin Eden, Jack London, hein, qui est un grand classique de Jack London, qui est un homme d'un milieu très très ouvrier, qui va tomber amoureux fou de la sœur d'un ami à lui, qui est donc d'une classe sociale très très élevée, et il la met vraiment au pinacle parce qu'en plus elle représente le modèle, lui, qui voudrait devenir écrivain. Donc pour lui, c'est vraiment quelque chose, ça va le transcender. Et puis on va avoir aussi, dans cette même sous-partie, l'être admiré qui va être transcendé. Et là, on va se remettre sur notre texte de référence, puisque elle dit bien que si elle obtient tous ces applaudissements, etc., Corinne, c'est grâce à lui. C'est parce que lui va les entendre, donc elle va se surpasser. Donc on va avoir cette idée d'être transcendé par l'admiration. Ensuite, on peut avoir dans une deuxième partie l'admiration réciproque qui va nourrir l'amour et l'art. Et là, on pourrait avoir des couples, hein, par exemple Sartre et Simone de Beauvoir, hein, qui est dans lequel la relation littéraire et la relation amoureuse, elle est vraiment dans l'admiration réciproque, hein. On va avoir Frida Kahlo et Diego Rivera, on va avoir Camille Claudel et Rodin, hein, Auguste Rodin, des couples célèbres dont on sait que l'admiration de l'un pour l'autre va nourrir le travail de l'un et de l'autre, hein. On va avoir par exemple, là on retombe en littérature classique, Émile Zola, Le bonheur des dames, dans lequel, donc c'est l'histoire de la fondation des grands magasins, hein, et dans lequel les deux personnages principaux, par une admiration réciproque autour de leur sens commercial, une c'est une pauvresse qui arrive de sa campagne et l'autre c'est le grand patron de ce magasin, et c'est vraiment l'admiration réciproque pour les idées de l'un et les idées de l'autre qui vont faire qu'il va y avoir un amour qui va se construire. Donc c'est une très très bonne illustration. Et puis on peut avoir aussi une troisième partie, l'admiration comme moteur de la relation, qui est par exemple le peintre ou le poète et sa muse. Et là, ben moi, même si je n'ai pas de nom à citer, Picasso, il est quand même connu pour avoir des muses, avoir des relations amoureuses avec elles, et puis en changer, hein, le jour où la muse ne suffit plus, et là on va voir que ça va être peut-être l'admiration qui nuit à un moment donné, mais le fait que la muse, Picasso comme tout un tas d'artistes, en fait tombe amoureux de sa muse pour pour le bénéfice qu'il va tirer de cette relation avec cette muse. En fait, c'est un sentiment d'admiration, mais qui est vraiment rapporté à soi, hein.
Donc là, vous voyez que là, ça fait déjà beaucoup de références, hein. Et puis, dans notre troisième partie, une admiration qui pourrait nuire à la relation amoureuse, eh bien, on va avoir le sentiment d'infériorité, hein. Et là, je reprends mon cas de Martin Eden de Jack London, parce que Martin Eden, qui va réussir à se hisser de toutes ses forces à un niveau social plus élevé et à devenir un écrivain, va finir par en mourir, hein. Il va finir par se suicider parce que c'est insupportable pour lui, ce sentiment d'infériorité et d'imposture. Et ça, on va le retrouver assez souvent en littérature, et y compris même dans la vie réelle. On va avoir aussi, dans l'admiration qui nuit, ce rapport homme-femme, hein, qui est à contre-courant. Et là, on va repartir sur notre texte de référence, parce que c'est un problème quand même pour Nelville d'avoir autant d'admiration et d'amour pour Corinne, sans qu'en fait, enfin dans ce sens-là, quoi, d'un homme, autant d'admiration pour une femme. Et puis, une troisième partie qui peut être aussi la jalousie, hein. Et donc l'admiration qui nuit, la jalousie, et là aussi, ben, le texte de référence, on est aussi dans ces prémices de la jalousie qui vont faire que ça va nuire. Et là, ben, moi, j'ai pas d'autres j'ai pas d'autres références sous le coude, mais il y en avait dans le corrigé. Mais Oui, je tout ne à fait. connaissais pas Il y a Magali forcément. sur le chat qui nous dit aussi qu'elle a pensé à Roméo et Juliette, Jane Eyre, Le Rouge et le Noir, etc. Voilà, ben voilà, ça, alors ceux-là, je ne les ai pas cités, ils sont cités dans le corrigé. J'ai essayé d'en chercher d'autres, et puis parce que c'est toujours intéressant pour nous-mêmes quand on travaille Ah, un bien sûr. sujet avant de le travailler avec les stagiaires, d'essayer de voir comment. Alors, tout ça pour dire, et moi je finirai là-dessus, pour dire que ces références, finalement, vous n'allez jamais avoir dans votre chapeau un texte qui traite de la relation amoureuse, le sentiment d'admiration dans la relation amoureuse. Vous n'aurez jamais un film, un texte littéraire ou quoi, qui traitera du sujet que l'on vous propose. Par contre, il va falloir que vous arriviez à prendre le sujet lui-même, la question elle-même, ce que je cherche moi-même, et ce que je cherche à illustrer. Pour le coup, là, je vais trouver plus facilement comment l'illustrer. Je cherche à illustrer l'idée de cet amour réciproque lié à l'admiration réciproque. Je cherche, et me viennent ces couples célèbres d'artistes auxquels j'aurais pas pensé si j'avais pas ciblé ça, hein. Donc c'est vraiment important que quand je cherche des références, je cible très exactement ce que je cherche à argumenter. Oui, tout à Et fait. donc, donc ça veut dire qu'un même texte va vous permettre quelquefois, va intervenir dans plusieurs parties ou plusieurs sous-parties, parce qu'il va illustrer plusieurs choses. Et puis, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des petits exemples. Et bon, là, je n'ai pas du tout exploré la culture cinématographique, par exemple, pour ça, mais on peut très bien imaginer que en culture cinématographique, il y a certainement beaucoup, hein. Oui, je pensais à, par exemple, Out of Africa, hein, Mhm. sur le sentiment de la. Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur du livre, hein, mais c'est important de le connaître, mais bon, peu importe. Mais là, on Justement, va. ça m'amène sur une question qu'on nous a Oui. déjà posée aussi, et j'imagine que c'est très très important. Il vaut mieux ne pas mettre le nom d'auteur plutôt que de faire une faute d'orthographe dans le nom de l'auteur. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que Ah on ben met plutôt l'auteur? c'est très embêtant de faire une faute d'orthographe dans le nom de l'auteur. Voilà, ouais. Voilà. Donc ça veut dire que tout le long de l'année, quand vous allez chercher des références et tout, vous vérifiez que vous avez bien vous l'écrivez bien correctement, ça c'est sûr, hein. Parce que c'est un peu, c'est vrai que ça casse un peu. Ouais, ça peut être, Ça casse un- Par ça peut contre, être vite si vous ne embêtant. vous rappelez plus des prénoms et des noms des personnages que vous citez, c'est pas grave, hein. Si c'est un texte classique et que vous parlez du héros et de l'héroïne ou du personnage principal, ben voilà, vous pouvez avoir un. Là, pour le coup, ne vous privez pas de vous servir de cette illustration. Ok, d'accord. Voilà, ben, moi je crois que j'en ai terminé sur Ça marche, pas de souci. Bah, l'exercice. je vais conclure un petit peu. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric. C'était super intéressant. Là, on s'est mis un petit peu dans la peau à la fois d'un correcteur de CRPE, d'un professeur de fort prof qui fait son cours, et de vous, ce que vous devez faire de votre côté. Donc, je pense que ça a été un bon exemple de, voilà, de ce qu'on vous propose, hein, chez Fort Prof.
Alors, je vais revenir un peu sur la culture littéraire, parce que c'est vrai que c'est une question qui est beaucoup posée, et c'est un problème qui est rencontré chez beaucoup de candidats hein, qui n'ont pas forcément énormément d'expérience en français. Il faut savoir que nous, chez FortProf, on va vous proposer plein de contenus et plein d'outils pour développer justement votre culture littéraire, hein. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, dès votre entrée en formation, vous allez avoir accès aux fiches de lecture. Donc c'est vraiment des fiches résumées qui résument toute une œuvre en une page ou deux, avec le titre, l'auteur, les personnages principaux, le scénario, la morale, etc., ce qu'on peut en tirer. Donc ça vous permet déjà d'éviter de lire un livre de 300-400 pages, de prendre des semaines pour lire ça. Vous mémorisez votre petite fiche de lecture en deux pages et on est bon, vous avez une référence littéraire qui va être intéressante, que vous pourrez placer de manière pertinente. Pareil, on vous propose aussi un book, un corpus de textes avec tous les textes qu'on a utilisés à la fois chez FortProf au CRPE, qui sont classés par thème. Donc par exemple, voilà, si vous avez une question de français à faire, ou si vous voulez vous renseigner, faire de la culture sur le thème de l'amour, comme on était sur aujourd'hui, vous ouvrez votre corpus FortProf, vous allez à la page de l'amour et vous allez avoir une petite dizaine de références, plein de textes avec des auteurs qui vont vous permettre voilà, de développer petit à petit sur les différents thèmes de l'année votre culture littéraire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et bien sûr, on vous donne accès à des forums aussi. Là, on l'a mis en place même récemment pour nos stagiaires de la promo Georges Sand. Et je fais un petit coucou au groupe de la Connect, qui fait ça très très bien aussi sur son groupe Facebook. Voilà, qui se partage des références littéraires toutes les semaines, tous les lundis. On a une stagiaire qui donne un thème et tout le monde partage un petit peu ses références littéraires autour de ce thème-là. Donc ça permet de faire beaucoup d'entraide, voilà, de trouver de nouvelles références, d'en discuter un petit peu, etc. Et ça, vous verrez que nous, chez FortProf, on compte aussi beaucoup sur l'entraide. Et c'est ça qui vous permet de développer un peu votre culture littéraire, parfois dans des directions qui ne sont pas forcément attendues ou que vous imaginez pas forcément. Mais c'est toujours des choses qui sont très très intéressantes. Et pareil aussi pour la littérature et pour les références, on a des vidéos aussi de culture littéraire qui sont très complètes, qui sont axées sur les grands courants littéraires. Donc un peu d'histoire de la littérature, des courants littéraires. Ça, pareil, c'est pas des choses qu'il va falloir connaître par cœur pour avoir tous ces points en français, mais ça peut vous donner des éléments intéressants, de rédaction, de référence, etc. Donc voilà, comme quoi, on va vous mettre beaucoup d'outils à disposition. Alors bien sûr, se construire une culture littéraire un peu complète, c'est un gros travail. Mais voilà, entre les retours de vos professeurs, les corrigés des sujets et tous les outils qu'on va vous mettre à disposition, vous allez pouvoir le faire petit à petit pendant l'année, hein. Régulièrement, vous y mettez un petit peu toutes les semaines. Et à la fin de l'année, vous allez avoir quand même une solide culture générale et littéraire. Comme il n'y a pas que les références littéraires qui vont compter, mais voilà, ça vous permettra aussi d'être prêt au maximum hein, pour cette épreuve de français. Voilà, et peut-être une question aussi qui nous vient assez souvent pour terminer, Frédéric. Alors, si vous avez des questions sur le chat, posez-les, hein, c'est le moment. Voilà, question qui nous revient assez souvent, est-ce qu'il y a un nombre minimum de références littéraires à placer? Si j'ai pas assez de références littéraires, ça va être terrible, ou est-ce que si j'en place deux ou trois qui sont vraiment pertinentes, ça va quand même fonctionner? Ben, c'est encore pareil, hein, si vous êtes si vous êtes à côté de plein de copies où il y a plein de références super complètes et tout, ben, ça va un peu vous desservir. Si dans votre lot de copies, le niveau est catastrophique, si vous avez 4 références au total, mais qu'elles sont bien amenées, bien argumentées et tout, ça va vous booster. En fait, hein, c'est bien ce que je vous dis, c'est un concours. Donc vous êtes toujours notés les uns par rapport aux autres. Donc, à minima, il faudrait qu'il y ait quand même une référence pour chaque axe que l'on développe. Donc, il faudrait qu'il y ait une référence par sous-partie dans la rédaction. Donc, si on a 2 parties et chaque partie a 3 sous-parties, eh bien, il faudrait au moins 6 références. Mais attention, là-dedans, il y a aussi le texte que vous avez. Or, ce texte, il est bienvenu quand même de montrer qu'on l'a bien compris et qu'on sait bien, puisqu'on s'est basé là-dessus pour faire le plan, et que donc on sait bien l'utiliser aussi. Donc, ce texte-là, on va le faire apparaître plusieurs fois, Oui, hein. tout à fait. Mais il faut quand même des références un petit peu variées. D'accord. Et on a une petite question de Magali sur le chat qui s'inquiète. Comment faire si le sujet ne nous inspire pas le jour J? Est-ce que vous avez Ah des ben, trucs et astuces magiques? alors là, je crois que ce qu'ils vont apprendre dans l'année, c'est que ça ne dépend pas de la façon dont le sujet nous inspire. Et c'est en ça que c'est un exercice de style, le texte de réflexion. C'est un exercice de style, hein. C'est-à-dire que on a un sujet, on ne se pose pas la même question en maths. Je veux dire, un devoir nous inspire ou nous inspire pas. Ben non, on a un devoir, on le fait. Et là, c'est pareil. Il faut vraiment qu'on soit au-delà de est-ce que ça m'inspire ou pas. Et en principe, ce qui est plus gênant, je pense, c'est est-ce que ça traite d'un sujet que je connais bien ou que je ne connais pas bien. Là, c'est
les choses pour réussir à faire un texte de réflexion, même si ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais si je connais bien le sujet, je serai en capacité. La Ouais. difficulté, c'est quand ça aborde un thème qu'on ne connaît pas trop. Et c'est pour ça que ce qu'il faut bien redire, c'est que les thèmes abordés au cours de l'année sont très variés. Et on essaye quand même de couvrir, alors je dis on, c'est pas moi qui fais les sujets, mais on essaye quand même de couvrir quelque chose de très large en termes de culture littéraire. Et j'insiste vraiment sur ce que vient de dire Jean-Paul par rapport aux ressources qui sont mises à votre disposition. On voit très bien, nous, dans les stagiaires, dans la façon dont ils travaillent, que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ont vraiment travaillé en amont, y compris dans cette recherche de sources documentaires. Moi, de sources de références, pardon, de références culturelles. Moi, je suis toujours très étonnée quand on me rend un devoir dans lequel il n'y a pas de référence. Parce que je me dis, mais si c'est pas à ce moment-là qu'on les cherche, quand est-ce qu'on les cherche? C'est pas après la correction. Parce que le travail de préparation, il est dense. Donc, une fois qu'on a fini, on lit bien la correction, parce que c'est important d'avoir un autre, enfin, de boucler le travail. Mais après, on est déjà en train de courir en Ouais. avant pour autre chose. Et Donc, c'est vraiment au moment où on réfléchit à la rédaction du sujet, quand on prépare son sujet, son devoir, c'est là qu'il faut aller piocher dans les références culturelles. ouais, c'est d'ailleurs un petit peu pour ça aussi qu'on ouvre nos préparations pour le CAPE 2025 dès maintenant, hein. Il n'y a pas que la remise à niveau de maths et de français à faire, ça vous laisse aussi le temps de mettre petit à petit en route la Voilà. culture littéraire, de trouver des références, de vous faire des petites fiches, etc., des petits classeurs pour muscler tout ça. Voilà. Et surtout que là aussi, j'insiste, vous avez forcément tous énormément de références, sauf qu'elles sont souvent très enfouies et que vous n'avez pas l'habitude de les mobiliser. Et justement, en piochant dans ces ressources-là, vous vous rendez compte qu'il y en a plein que vous connaissez finalement. Et du coup, c'est plus facile d'être en capacité de les réactiver. Oui, tout à fait. Et puis on a tous aussi, voilà, la plupart de nos stagiaires hein, chez Fortprof sont en reconversion. Donc Mm. voilà, c'est quand même des candidats qui ont aussi déjà une expérience Ouais. professionnelle et tout le monde a sa petite culture littéraire, sa petite culture même générale sur de l'actualité, du cinéma, etc., qui peut être très pertinente, mais on n'a pas forcément l'occasion de se dire ah oui, ça va être pertinent parce qu'on est perdu à chercher des références littéraires alors que on n'est pas obligé d'être que Mm. sur la référence littéraire pure. Voilà. Après, juste voilà, une petite mise en garde, là, c'est tout personnel parce que je ne sais pas en réalité, mais de ce qui me semble, par exemple, culture cinématographique, c'est très fort. Culture série, je ne suis pas certaine que les correcteurs soient vraiment dans cette culture-là. C'est un risque. On prend plus de risques en donnant une référence dans une série qu'une référence un film, hein. Parce D'accord, c'est bon à que, savoir. voilà, je ne suis pas sûre du niveau. Et là, je pense que c'est un peu la roulette russe, hein. Selon le correcteur sur lequel on tombe, eh bien, ça peut être considéré comme une culture à part entière ou pas connu ou un peu dévalorisé. Ça n'empêche pas que vous puissiez les mettre, mais si vous avez plusieurs références, choisissez des références qui vont parler à tout le monde, quel que soit le... Voilà. Hein. Ok, Je ça pense que marche. c'est important. Ouais, Et ne ouais. vous privez pas quelquefois d'utiliser de la littérature jeunesse ou des contes. Quand c'est pertinent, ça montrera que vous avez vraiment des connaissances extrêmement larges. Parce que quelquefois, la littérature jeunesse peut étayer aussi un certain nombre de points. Alors, pas que ça, hein, surtout pas, mais ça peut aussi être un élément de culture. Voilà, Voilà, donc plein d'exemples de références possibles. On n'est pas que sur des vieux livres classiques de 1000 pages. On pas a du tout. plein de choses qui sont possibles. Et je pense que c'est un bon mot de la fin. Voilà, on vous a présenté donc un petit peu tout ce qui tient de la question de réflexion en français. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser aussi voilà, sur Facebook, sur le replay. Vous allez avoir le replay de ce live hein, directement sur Facebook. On va aussi le mettre sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le regarder s'il vous manque un petit élément. Et pareil, bah, si vous voulez commencer à vous préparer dès maintenant hein, pour le CRPE 2025, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Hein. Nos conseillers information sont là pour vous aiguiller. Et comme on vient de, je pense, le montrer avec Frédéric, hein, c'est important de commencer tout de suite. Il ne faut pas attendre 2 mois avant le concours parce que là, ça va être un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est mieux de commencer tout de suite pour être plus serein, tout simplement, pour le jour J et pour avoir bien intégré la méthodologie, pour s'être entraîné, pour avoir bien pratiqué, etc., pour être vraiment au top. Voilà, une fois qu'on sera devant notre copie,
tout seul pendant 3 heures le jour J. Alors, je vois le chat qui nous dit merci beaucoup. Donc, merci Frédéric, hein, de la part Eh du ben, chat merci et à vous, et de c'était un moi-même. plaisir. On va s'arrêter là. Je vais couper le live. Je vous remercie à tous d'avoir assisté au live. Si vous êtes intéressés, la semaine prochaine, on vous présente nos préparations de l'intérieur. On va vous présenter un petit peu les outils for prof, comment vont fonctionner vos espaces de travail, etc. Donc ça va être un live un petit peu différent, mais aussi assez intéressant. Donc je vous invite, ça sera sur Facebook voilà, mercredi prochain, toujours à 13h. Et sinon, je vais vous dire merci beaucoup, au revoir, et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci, au revoir.